C'est ce genre d'histoire, vous savez, qui laisse toujours un goût amer. On a l'impression d'assister à l'effondrement lent et inévitable de plusieurs vies. L'infidélité ne détruit jamais qu'un couple. Elle emporte des familles entières, des enfants, des projets, des existences entremêlées. Et parfois, elle se termine de la pire manière possible. It didn't just end an affair and a life. It ended my family. This is a picture I took. I think it was about a week before Emmett died. She held a photo of her and Emmett's 5 children as she talked. The night itself was a traumatic event for each of us. And the 2 years that have followed have brought much pain. I've tried to figure out how, without hearing I'm sorry, Emmett's chance to say I'm sorry isn't. Ashley Harmon est née en 82. Depuis l'enfance, elle se projetait déjà dans un rôle très précis, celui de mère. Elle parlait souvent de son désir d'avoir beaucoup d'enfants, d'être entourée, de construire un foyer stable. Elle a grandi dans la foi mormone, au sein de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, où la famille occupe une place centrale. Cette valeur structurait profondément sa vision de la vie. Elle était l'aînée de 5 enfants, 2 frères, 2 sœurs. Ses parents racontent que son instinct maternel s'est réellement révélé à la naissance de ses cadettes. Elle s'occupait d'elles comme si c'était déjà ses propres enfants, inventait des jeux, cherchait à les faire rire et à les rassurer. La famille Harmon a beaucoup bougé entre la Californie et l'Idaho, avant de s'installer définitivement à Boise en 90. Le choix n'était pas anodin. L'ambiance y était plus chaleureuse, plus communautaire. Son père y ouvrit un cabinet de chiropractie et pendant plusieurs années, la famille vécut une période heureuse. Ashley parle souvent de ces années comme d'un petit âge d'or. Les frères et sœurs étaient très soudés, la maison toujours animée. C'était parfait pour elle. Elle savait que ses parents traversaient parfois des difficultés financières, mais elle n'en gardait pas le souvenir d'un stress particulier. Pour elle, tout semblait stable, jusqu'au jour où tout s'est fissuré. 2 ans après leur installation à Boise, ses parents annoncèrent leur divorce. Ashley n'avait que 9 ans. Pour elle, ce fut un choc brutal, presque une trahison du monde adulte. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que la vie n'était pas aussi parfaite qu'elle l'avait imaginée. Elle partit vivre avec sa mère et ses 2 sœurs à Twin Falls, tandis que ses frères restaient avec leur père. Les week-ends, ils se retrouvaient, mais la dynamique familiale était irrémédiablement altérée. Cette séparation marqua profondément Ashley. Elle s'est juré très tôt que plus tard, elle construirait une famille différente, soudée, indestructible. Malgré cela, son adolescence fut plutôt heureuse. Elle adorait danser, être sur scène, participer aux compétitions de pom-pom girl. En 97, nouveau bouleversement. Sa mère se remaria et la famille déménagea à Saint-Georges, dans l'Utah. Ashley eut beaucoup de mal à quitter son environnement, mais elle finit par se recréer une vie, nouvelle école, nouveaux amis, nouvelle équipe de pom-pom girl. La danse resta longtemps son refuge. En 2003, elle entra à l'université d'État de l'Utah. D'abord inscrite en photographie, elle se tourna finalement vers le développement de l'enfant, ce qui correspondait davantage à ce qu'elle voulait faire de sa vie. Elle travaillait en parallèle au gymnase de l'université. Et c'est là qu'une amie lui présenta un jeune homme, Emmett Corrigan. Emmett avait 23 ans. Ashley racontera plus tard que ce fut un coup de foudre immédiat, une connexion instantanée, presque évidente. Ils commencèrent à se voir tous les jours, à parler pendant des heures. Emmett était né lui en 80 à Boise. Il n'avait pas grandi dans la religion, mais s'était converti au lycée. Il avait effectué une mission mormone de 2 ans au Brésil, puis était rentré aux États-Unis. Et leur foi commune renforça rapidement leur lien. Quelques mois seulement après leur rencontre, ils décidèrent de se marier. Le 6 mars 2004, ils s'unirent dans un temple mormon. Peu de temps après, Ashley apprit qu'elle était enceinte de jumelles. Boston et Bailey naquirent en 2005. Ashley se sentit enfin à sa place. Elle décrivait Emmett comme un père présent, attentif, profondément investi. En 2007, leur 3e enfant vint compléter la famille. Emmett était fier d'avoir un fils très protecteur, très impliqué. Ashley dira plus tard que ces années-là furent les plus belles de sa vie. Elle avait l'impression d'avoir construit exactement ce dont elle avait toujours rêvé. Mais en 2008, les choses commencèrent à changer.
Emmett prit une décision importante. Il voulait devenir avocat. Forcément, ça signifiait repartir sur des études difficiles et absorbantes. Ashley et lui ont passé beaucoup de temps à en discuter, à se demander si c'était réaliste, si leur famille pouvait suivre ce rythme. Finalement, Ashley a accepté de le soutenir dans ce projet. Ils ont alors quitté leur quotidien, se sont installés avec leurs 3 enfants à Spokane, dans l'État de Washington, là où vivaient les parents d'Ashley. Voir sa famille autour d'elle permettait de souffler un peu et d'être moins seule avec ses enfants. Ses parents étaient ravis de pouvoir s'occuper de leurs petits-enfants. De son côté, Emmett passait quasiment tout son temps à l'université Gonzaga. Chaque jour, il devait faire un long trajet, environ 1 heure pour y aller, autant pour rentrer. Résultat, il était très peu présent à la maison. Ce n'était pas évident à vivre, mais Ashley était toujours heureuse, car elle savait que sa place était auprès de ses enfants. Elle aimait s'occuper d'eux, gérer la maison, organiser le quotidien. Elle prenait naturellement charge essentielle. Pour elle, ce n'était pas un sacrifice. Être mère avait toujours été sa priorité. Bien sûr, Emmett lui manquait. Mais elle se répétait que cette période était temporaire, qu'il construisait quelque chose pour plus tard. Elle espérait qu'une fois ses études terminées, il trouverait un travail plus stable avec moins de déplacements et qu'il serait enfin plus présent auprès de sa famille. Emmett a terminé sa formation en droit en novembre 2009. Ashley voyait cette étape comme la fin d'un long tunnel. Presque au même moment, elle a donné naissance à leur 4e enfant, une petite fille prénommée Kalia. Après son diplôme, la famille est revenue s'installer à Boise et Emmett a trouvé un poste dans un cabinet spécialisé dans les procédures de faillite. Mais en parallèle, il devait encore préparer l'examen du barreau, ce qui lui demandait énormément de travail. Il passait donc des heures à réviser, souvent enfermé et rarement disponible. Ashley, elle, se retrouvait seule avec 4 enfants à gérer au quotidien. La fatigue s'accumulait et la charge devenait de plus en plus lourde. Et, comme si ce n'était pas assez, elle tomba enceinte une nouvelle fois. À ce moment-là, Ashley espérait vraiment que la réussite d'Emmett changerait leur situation. Il a effectivement réussi l'examen, mais contrairement à ce qu'elle imaginait, son emploi du temps ne s'est pas allégé. Bien au contraire, il est devenu encore plus chargé. Ashley savait que la profession d'avocat était exigeante, mais Emmett restait un père impliqué, présent comme il le pouvait, très attaché à ses enfants. De son point de vue, il les aimait profondément et il semblait heureux à l'idée d'accueillir un 5e bébé. Ils partageaient le même amour pour leurs enfants, chacun à sa manière. Ashley dans le quotidien, Emmett dans l'attention. Mais au fil du temps, ses journées de travail se rallongeaient toujours plus. En 2010, il a même décidé de se lancer en parallèle dans la défense pénale. Il accédait des dossiers supplémentaires, prenait divers contacts pour gagner plus d'argent et se retrouvait avec un rythme encore plus intense qu'avant. Emmett avait toujours été passionné par le droit pénal et il a décidé de se consacrer pleinement à cette voie. Au début, il semblait capable de tout gérer seul, mais rapidement la charge de travail est devenue trop lourde. C'est alors qu'il a embauché quelqu'un pour l'aider. C'est ainsi que Candy Hall arrive dans le décor. Elle était assistante juridique, expérimentée et cherchait un emploi depuis septembre après avoir perdu son poste précédent. Elle était mariée et avait 2 petites adolescentes. Son mari, Rob, travaillait au bureau du shérif à Meridian dans l'Idaho. Très vite, leur relation professionnelle a basculé. En l'espace de 2 semaines seulement, ce qui devait rester strictement professionnel est devenu une liaison. Ashley a rapidement senti que quelque chose n'allait pas avec son mari. Elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais elle le sentait au plus profond d'elle. Avant, elle était habituée à ce qu'Emmett soit souvent absent, pris par ses longues journées de travail. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Une distance s'était installée entre eux, subtile mais constante. Il semblait ailleurs, détaché. Et pendant tout ce temps, Ashley était enceinte de leur 5e enfant. Emmett, lui, ne lui accordait plus de temps et plus d'attention. Dans les grossesses précédentes, il avait toujours été présent, la soutenait activement lors des rendez-vous médicaux, accompagnant chaque étape. Mais cette fois, elle se retrouvait seule la plupart du temps. Oui, il avait un emploi du temps chargé, beaucoup de responsabilités, mais une grande partie de son temps libre semblait disparaître ailleurs. Ashley ne comprenait pas ce qui se passait. L'idée qu'Emmett puisse la tromper lui avait traversé l'esprit, mais elle refusait de l'accepter. Après tant d'années et une relation qu'elle avait toujours perçue comme solide, c'était presque impossible à envisager. Un jour, Ashley décida de surprendre Emmett à son bureau. Elle venait juste de rentrer d'un rendez-vous médical et avait hâte de lui annoncer les nouvelles concernant leur futur fils. Son idée était simple, partager un repas rapide et profiter de quelques minutes avec lui.
Mais dès qu'elle entra, elle sentit immédiatement que quelque chose clochait. Emmett pâlit et il semblait mal à l'aise. Candy Hall était là pour l'accueillir. Ashley remarqua tout de suite sa tenue, mini-jupe, talons hauts. Une pensée traversa son esprit. Et si Emmett avait une liaison avec elle? Mais elle la repoussa aussitôt. Candy était bien plus âgée qu'Emmett. Elle se dit alors, j'ai 20 ans, on a une belle famille, c'est pas possible. Candy avait 40 ans, 10 ans de plus qu'Emmett et 12 de plus qu'Ashley. De plus, après la naissance de leur 5e enfant, Candy avait été incroyablement généreuse avec elle. Elle lui avait envoyé des colis, des couvertures pour bébé, et Ashley avait même pris des dizaines de photos de son fils avec ses cadeaux. À ce moment-là, l'idée qu'Emmett ait une liaison avec Candy semblait totalement improbable. Ashley se rassurait elle-même. C'est pas possible que cette femme soit la cause de son comportement étrange. Mais en observant son mari, elle ne pouvait nier un changement flagrant. À la naissance de leur 5e enfant, Emmett était très différent de ses précédents accouchements. Il paraissait renfermé, presque absent, constamment absorbé par son téléphone et la traitait d'une manière qu'Ashley ne reconnaissait pas. Ashley faisait de son mieux pour ignorer ses inquiétudes, tout en cherchant des solutions pour préserver leur mariage. Elle était déterminée à maintenir l'image de la famille parfaite qu'elle s'était toujours imaginée. Elle avait même pensé à la thérapie de couple, mais Emmett n'avait pas voulu en entendre parler. Malgré tout, Ashley restait convaincue qu'elle pouvait sauver leur mariage et réparer ce qui allait mal. Une grande partie de sa détermination venait de son passé. Le divorce de ses parents l'avait profondément marquée et elle ne voulait pas revivre une séparation similaire. Elle rêvait que ses enfants grandissent dans une famille solide, un foyer stable et aimant. Pendant ce temps, Rob, le mari de Candy, traversait lui aussi une crise conjugale. Il voyait sa femme s'éloigner et à la différence d'Ashley, il savait exactement ce qui se passait. Candy entretenait une relation avec son patron. Début 2011, il lui envoya un mail pour lui souhaiter bonne chance avec Emmett, un message qui résonnait comme un sinistre avertissement de ce qui allait suivre. Le 11 mars 2011, la journée fatidique. Le dernier mois précédent a été de loin le pire. Il n'était plus du tout lui-même. Il restait très froid, distant, même avec les enfants. Il ne le regardait plus du tout. Rob et Ashley étaient chacun confrontés à la détérioration de leur couple. Mais pour Ashley, il était hors de question de baisser les bras. Ce matin-là, elle se leva avec une seule idée en tête, reprendre les choses en main. « Je voulais comprendre ce qui se passait et sauver notre mariage », confia-t-elle plus tard. Elle passa la journée à préparer un repas raffiné pour Emmett, espérant qu'à son retour, il remarquerait tout ce qu'elle avait fait pour lui et pour leurs enfants. Elle dressa une table impeccable, prépara son plat préféré et fit en sorte que la maison brille. Son espoir était simple, se retrouver tous ensemble, dîner en famille pour la première fois depuis longtemps et enfin pouvoir parler à cœur ouvert pour tenter de réparer ce qui était brisé. Mais la réalité fut un coup dur. Emmett rentra tard, la maison était déjà silencieuse et les enfants endormis. Pire encore, il annonça qu'il avait déjà mangé. Pour Ashley, c'était un choc. Tout ce qu'elle voulait, c'était un moment simple en famille, un échange sincère pour ramener un peu de chaleur et d'équilibre dans leur relation. Ashley essaya de parler, mais elle voulait comprendre. Mais Emmett s'est mis en colère. Il finira par partir précipitamment en claquant la porte de la maison. Pendant ce temps, Candy partit aussi de chez elle, prétextant devoir se rendre à la pharmacie. Plus tôt dans la soirée, elle avait surpris Bob en train de faire ses valises. Fatigué, exaspéré, il lui avait dit que leur relation était terminée, que cela faisait des mois qu'elle ne répondait plus à ses attentes. Vers 20h45, il quittait la maison sans préciser sa destination. Peu après, Candy prit également la route. Elle se dirigea vers la pharmacie Walgreens. Elle retrouva Emmett sur le parking et après avoir fait le plein, ils roulèrent quelques minutes avant de se stationner dans un coin isolé. Peu après un moment intime, Candy reçut un appel de sa fille, venue elle aussi à Walgreens et qui avait remarqué que la voiture de sa mère était là, mais qu'elle ne la voyait pas. Candy ne répondit pas. Inquiète, la jeune fille contacta son père Rob, qui devina immédiatement où était sa femme et avec qui. À cet instant, tout était déjà trop tard. Rob savait exactement ce qui se passait et il était fou de rage. Alors qu'il s'apprêtait à retourner vers le parking, Candy reçut un appel de Rob, cherchant à le confronter. Avant même qu'elle ne réponde, Emmett s'empara du téléphone et parla immédiatement avec lui, directement dans un ton menaçant, promettant même de l'écraser si nécessaire. La discussion fut brève et à leur arrivée sur le parking, Rob les attendait déjà. Les images de vidéosurveillance montrent Rob parcourant les allées de la pharmacie bien avant leur arrivée cherchant Candy. Ne les voyant pas encore, il gara son pick-up et patienta.
Vers 22h, Candy et Emmett arrivèrent. Candy sortit de la voiture d'Emmett et se dirigea vers la sienne, inconsciente de la présence de Rob. Dès qu'il la vit, il s'approcha. À partir de ce moment-là, le récit devient fou, du moins selon Candy. Elle affirme qu'Emmett aurait commencé à insulter et menacer Rob. Selon elle, c'est Emmett qui a pris l'initiative d'agresser Rob après que ce dernier lui ait ordonné de retrouver sa femme et ses 5 enfants. Candy, elle, s'éloigna et se dirigea vers sa voiture, leur tournant le dos. Soudain, elle entendit 2 coups de feu, suivis d'un 3e, et, se retournant, elle vit les 2 hommes à terre. Rob saignait de la tête et Emmett de la tête et de la poitrine. Elle courut immédiatement vers Rob et tenta de lui retirer l'arme de ses mains. Complètement paniquée, elle appela le 911, puis rappela 1 minute plus tard, incapable de rester calme. Bien qu'un autre appel ait été passé au 911, ce témoin n'avait entendu que des coups de feu et n'avait rien vu. Seul Candy était témoin. Lorsque les secours arrivèrent, ils découvrirent Emmett déjà décédé et Rob encore vivant, mais dans un état critique. La première balle avait traversé la poitrine d'Emmett, traversant sa moelle épinière, tandis qu'une seconde mortelle avait traversé le côté droit de son front. Rob, quant à lui, présentait une blessure superficielle à la tête. Transporté d'urgence à l'hôpital, il reçut des soins et fut interrogé. Il déclara ne pas se souvenir des détails, évoquant une amnésie rétrograde. Pourtant, il se souvenait d'être allé sur le parking après l'appel de sa fille et d'avoir aperçu Candy et Emmett garer leur voiture. Selon lui, Emmett serait sorti et se serait montré agressif. L'arme de Rob serait tombée de sa poche, Emmett aurait saisi avant qu'un coup de feu ne parte. Au début, il niait avoir tiré sur Emmett, mais plus tard, il prétendit avoir agi en légitime défense. Candy, elle, mentit ouvertement aux enquêteurs lorsqu'ils l'interrogèrent sur sa relation avec Emmett, affirmant qu'il n'y avait eu aucune liaison et qu'il s'était retrouvé qu'à des fins professionnelles. Elle confirma seulement qu'Emmett avait été l'agresseur lorsqu'ils arrivèrent sur le parking, mais qu'elle avait tourné le dos avant que les coups de feu ne soient tirés, rendant impossible de déterminer qui avait ouvert le feu en premier. Pendant ce temps, Ashley, chez elle, apprit la tragique nouvelle. Vers 1h du matin, le 12 mars, des agents du Meridian frappèrent à sa porte. Assis sur le canapé, l'un d'eux lui montra des photos. « Vous connaissez ces personnes ?» demanda-t-il, et elle acquiesça. Il s'agissait d'Emmett et de sa collègue, Candy Hall. Lorsque l'agent de police a recommencé à parler, elle ne saisit que certains des mots. Liaison, pistolet, une balle, tête, cœur. Elle eut du mal à respirer lorsqu'elle réalisa. Emmett et Candy, 40 ans, avaient une liaison. Son mari, depuis 15 ans, Rob Hall, les avait trouvés ensemble sur un parking et avait assassiné Emmett de 2 coups de feu mortels. « Je ne suis pas folle, il y avait quelque chose qui clochait, » pensa-t-elle. Et puis, oh mon Dieu, il est parti. Elle s'effondra dans sa chambre en larmes. Quelques heures plus tard, lorsque les enfants se sont réveillés, elle a dû trouver les mots pour annoncer que leur papa était parti. Dans les semaines et mois qui suivirent, les enfants durent s'adapter à cette nouvelle vie, sans leur père, et Ashley se retrouva seule pour les élever, affrontant le deuil et la trahison, la douleur au quotidien. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivirent leurs investigations, convaincus que Candy et Rob ne disaient pas toute la vérité. Et ils avaient raison. En fouillant la voiture de Rob, ils sont tombés sur des mails imprimés qui détaillaient la liaison de sa femme avec son patron. Ces documents confirmaient non seulement l'infidélité de Candy, mais démontraient également que Rob en était bien conscient. Avec ces preuves en main, les enquêteurs ont rapidement pu déterminer le mobile du crime. Une analyse des résidus de poudre a montré que Rob était le seul à emporter sur ses mains, excluant la possibilité qu'Emmett ait tiré sur lui. Pour les autorités, il devenait clair qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre-suicide, mais bien d'un homicide planifié. Le fait que Rob se soit présenté ce soir-là armé sur le parking suggérait en outre une intuition de nuire. Robert Dean Hall a donc été arrêté et inculpé de meurtre au premier degré. Le procès s'est ouvert en octobre 2012 et de nouvelles révélations ont commencé à émerger. L'avocat de Rob a soutenu que c'était Emmett qui avait provoqué la confrontation et que Rob n'avait fait que se défendre. Le témoignage de Candy venait étayer cette version, bien sûr. Elle a raconté au jury les menaces d'Emmett au téléphone ces soirs-là et la manière dont il aurait provoqué son mari sur le parking. Selon Candy, il y avait des insultes échangées, mais c'est Emmett qui aurait agressé Rob après que celui-ci lui ait demandé de rentrer chez lui, auprès de sa femme et de ses enfants. Elle aurait essayé d'intervenir en demandant à Emmett de remonter dans son véhicule jusqu'à ce que Rob lui indique qu'il était temps de rentrer.
Candy expliquait qu'elle s'était alors dirigée vers sa voiture lorsqu'elle a entendu les 3 détonations. Elle n'a pas vu qui a tiré le premier. Son témoignage précise néanmoins qu'elle est restée aux côtés de son mari. Même si elle avait admis qu'elle et Emmett avaient consulté un avocat plus tôt dans la journée pour préparer leur divorce respectif, Candy est restée avec Rob. L'agression d'Emmett contre Rob aurait été motivée par la découverte des violences répétées de Rob envers Candy. Les avocats de la défense ont donc plaidé que ce contexte avait poussé Emmett à agir. Malgré leurs arguments, les procureurs ont présenté des preuves solides au tribunal. L'accusation a affirmé que Rob s'était rendu chez Walgreens ce soir-là avec l'intention de tuer l'amant de sa femme. Il avait passé plusieurs heures à préparer ses affaires pour quitter la maison, comme l'a confirmé leur fille Anna. Seules, ces actions ne prouvaient pas l'intention de tuer, mais combinées au fait qu'il avait emporté son arme et que des mails imprimés détaillant la liaison étaient retrouvés dans son camion, elles rendaient cette hypothèse très crédible. L'élément le plus déterminant fut sans doute la présence exclusive de résidus de poudre sur les mains de Rob. Vers la fin du procès, Ashley a témoigné décrivant la douleur insupportable de sa perte. Elle était profondément affectée par ce qu'elle avait vécu. Les preuves ont suffi à établir la culpabilité de Rob, mais pas à prouver la préméditation. Elle a été reconnue coupable de meurtre au second degré et condamnée à 30 ans de prison. Il n'a pris la parole qu'une seule fois devant le tribunal pour présenter ses excuses à la famille Corrigan, celle qu'Ashley attendait. Peu après, Rob a tenté un appel en produisant d'anciens messages Facebook d'Emmett évoquant des menaces de bagarre. Bien que ces messages ne mentionnent pas explicitement Rob, ses avocats ont essayé de montrer qu'il datait de la liaison avec Candy et prouverait que l'agressivité venait d'Emmett. L'appel a été rejeté et Rob purge désormais sa peine de prison, avec une première possibilité de libération conditionnelle en 2028. Candy, de son côté, a également eu des problèmes judiciaires en 2012. Elle a été condamnée à 14 ans de prison pour avoir détourné 32 000 $ chez son ancien employeur. Une partie de sa peine prévoyait 2 ans avant toute demande de libération conditionnelle. Le même juge a décidé de réduire sa peine à condition qu'elle suive 6 mois de traitement en prison. Aujourd'hui, Candy est toujours en probation qui se poursuivra jusqu'à cette année 2026. Quant à Ashley, elle a tenté de reconstruire sa vie et de garantir à ses enfants un quotidien le plus normal possible malgré d'énormes traumatismes. Elle a dû tourner la page sans obtenir les excuses qu'elle espérait. Candy n'a jamais assumé sa responsabilité dans la mort d'Emmett, un poids qui hante Ashley depuis. Elle a décrit la mort de son mari comme une véritable torture émotionnelle, surtout qu'elle venait de mettre au monde leur enfant. Pendant des mois, elle s'est sentie inutile et vulnérable, consciente que l'homme qu'elle avait aimé avait été tué pour une autre femme. Avec le temps, elle a trouvé un certain équilibre. Un jour, en 2015, elle a été contactée par l'équipe du Dr Phil, une émission américaine. Ce moment a rouvert ses blessures alors qu'elle continuait de guérir. Ashley avait publié un livre où elle partageait foi, espoir et pardon. L'équipe du Dr Phil lui avait fait croire que l'émission se concentrerait sur son parcours et la promotion de son ouvrage. Elle était enthousiaste jusqu'à ce que l'équipe lui demande, peu avant la diffusion, de lever l'ordonnance d'éloignement contre Candy pour créer le moment face-à-face typique de cette émission. Elle leva l'ordonnance en espérant recevoir les excuses qu'elle attendait depuis toujours. Mais l'accueil fut tout autre. Elle passa la première à l'antenne, racontant son histoire. Puis Candy monta sur scène en silence. La tension était palpable. Dès ses premiers mots, Candy ne montrait aucun remords. Elle n'a assumé aucune responsabilité et s'est exprimée de manière condescendante. « Que voulez-vous de moi? Des excuses? Que je m'excuse ?» Même si ces mots pouvaient sembler une excuse, le ton laissait paraître l'inverse. Candy affirma qu'Ashley était au courant qu'Emmett avait une liaison. Il n'y a toute responsabilité avec aucun remords. Après la diffusion, Ashley racontait avoir été paralysée par la confrontation et incapable d'exprimer ce qu'elle souhaitait. Elle a regretté sa participation, ayant l'impression qu'on avait rouvert ses blessures. Malgré l'horreur de ces événements, Ashley a réussi à avancer. Elle a poursuivi son chemin de guérison. Elle a écrit aussi un blog dédié aux victimes de traumatisme et propose des ressources pour faire face au deuil et au veuvage. Elle a fondé l'association A Reason to Stand avec des cours en ligne pour soutenir les endeuillés. Enfin, Ashley s'est remariée avec Scott Boyson, un homme décrit comme formidable. Ensemble, ils ont eu 2 autres enfants, Kennedy et Kyler. Bien qu'elle ait traversé une épreuve immense, elle semble aujourd'hui heureuse. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce genre d'histoire vous a plu, merci de liker, partager, vous abonner. Et je vous dis à bientôt.